Giorgia Meloni est le nouveau visage de l'Europe. Première femme au pouvoir en Italie, nationaliste, conservatrice et fière de l'être. Elle détonne. Je suis Giorgia. Je suis une femme. Je suis une mère. Je suis italienne. Je suis une chrétienne. Tout semble réussir à cette fille du peuple. Elle redore l'image de l'Italie à l'international, séduit le leader le plus influent du moment. Où est-elle? Elle voulait être là. Elle est incroyable et on la respecte beaucoup en Italie. Elle est talentueuse. Elle affiche une politique intransigeante sur l'immigration, impressionne les Européens par ses prouesses économiques. Le déficit italien a fondu de moitié pour arriver à 3,4% du PIB. Nous dirigeons un pays de premier plan, une nation leader qui ne sera jamais la roue de secours de personne. Mais qui est Giorgia Meloni? Quelle est son empreinte sur son pays aujourd'hui? Quelle est la recette de la chef du gouvernement italien? Florence vibre ce soir. Une foule attend son idole. Les partisans de Giorgia Meloni sont toujours plus nombreux. Son parti Fratelli d'Italia fédère aujourd'hui près de 30% des électeurs. Giorgia Meloni! Bonsoir à tous et merci. Mamma mia, que d'émotions! Un moment tant attendu pour Lucia Crocetta, qui vient la voir pour la première fois. J'aime Giorgia. On l'adore. Elle est super. Elle est unique. Jamais une femme nous avait autant séduit par son engagement politique et pour le travail qu'elle fait. Elle travaille pour nous. J'aime tout d'elle. Comment elle parle, sa maîtrise des dossiers, quand elle se met à la place de l'autre. Elle est géniale. Ils nous ont pris pour des incompétents, des fous, des utopistes. Nous ne sommes ni fous ni utopistes. La bourse a doublé de valeur. Les taux d'emprunt n'ont jamais été aussi bas. Nos obligations d'État sont parmi les plus demandées au monde. Et leur rendement est inférieur à celui des obligations françaises. Qu'est-ce que cela signifie? Que notre dette est considérée comme plus sûre. L'Italie est redevenue une nation sérieuse, crédible et influente. En un mot, l'Italie est de retour. T'es convaincue? Complètement. De près, elle est encore plus forte. Giorgia Meloni donne très peu d'interviews et laisse son parcours parler pour elle. Gwendalina Paolini, une amie d'enfance, l'a connue sur les bancs de ce lycée du centre de Rome. C'est dans cette école que j'ai fréquenté Giorgia Meloni, les 2 premières années. Nous avions 14 ans. Je me souviens très bien du premier jour d'école. Elle avait les cheveux très courts. Et elle m'a serré la main et m'a dit « Je m'appelle Giorgia ». Elle était très déterminée, très concentrée. Et elle avait de très bonnes notes. C'était déjà une bonne oratrice. Elle savait parler, était douée, charismatique. Un vrai leader, ça ne faisait pas de doute. Ça se voyait les premières années. De l'école, elle s'est lancée en politique et a commencé à fréquenter le Front de jeunesse, une organisation étudiante de droite. Giorgia Meloni a grandi dans une famille très modeste de Garbatella, un quartier populaire, un bastion de gauche. Ici, on votait communiste, comme Gaetano Montini. Il tient ce bar depuis 54 ans. C'est la mémoire du quartier.
Quand j'étais petit, il y avait beaucoup de misère ici. Ici vivaient des ouvriers, des pauvres. Tout autour, là, c'était que des HLM. J'ai toujours voté à gauche. Mais à la mort du secrétaire du Parti communiste, j'ai arrêté de voter pendant 40 ans. Quand la Meloni s'est présentée, j'ai voté pour eux, pour la Meloni. Parce que je pensais qu'elle changerait un peu les choses. Et aussi parce qu'elle est de Garbatella. Je l'ai connue petite. Et d'ailleurs, je me moquais d'elle. Je lui disais qu'elle était moche, trop agitée. Un tempérament qui l'amène à diriger le mouvement de jeunesse du quartier, rattaché au parti d'extrême droite de l'époque. À 19 ans, dans ce reportage de France 3, elle ne cache pas ses convictions. Moi, je crois que Mussolini, c'était un bon politicien. C'est-à-dire que tout ce qu'il a fait pour l'Italie. C'est là qu'elle venait. Aujourd'hui, le local est celui des jeunes de son propre parti. La jeunesse nationale. Pour vous, c'était un parti fasciste? Fasciste. Que des affreux. Fratelli d'Italia est-il toujours fasciste? Non, non. Ce sont des gens plus modérés, plus calmes. C'est un parti de droite, mais rien à voir avec ce qu'il y avait auparavant. Enfin, c'est ce que je pense. Après... Giorgia Meloni se serait-elle assagie à l'épreuve du pouvoir? Sur la question migratoire, contre toute attente, elle ouvre les vannes de l'immigration légale. Nous avons posé de nouveaux jalons en matière d'immigration, en luttant contre les arrivées clandestines et en augmentant les arrivées régulières. Nous l'avons fait parce que l'immigration régulée peut représenter une richesse pour chaque nation. Mais l'immigration illégale, non contrôlée, est préjudiciable à toute société. Contrôle de l'immigration et aussi maîtrise des dépenses publiques. Cette recette qui a fait sa réputation a un coût social. Car Giorgia Meloni a réduit des aides publiques. Le report constant de l'âge de la retraite et des pensions très basses finissent par peser sur les Italiens. Elisabeth Pagani va en faire l'expérience. À 63 ans, elle continue à enseigner à l'école primaire. En Italie, l'âge légal de la retraite est de 67 ans. C'est le deuxième pays le plus vieux au monde après le Japon. Et plus l'espérance de vie augmente, plus l'âge de départ est repoussé. Si c'était possible, je prendrais ma retraite avant 67 ans. Ce qui me préoccupe, c'est le montant de ma retraite. Avec moins de 1 500 € par mois, c'est difficile de vivre, même quand vous êtes seul. Giorgia Meloni a revalorisé les pensions de 0,8%. Pas de quoi rassurer Elisabeth. Elle a décidé de se renseigner chez un spécialiste des questions de retraite. Vous devriez prendre votre retraite avec une pension nette mensuelle de 1 408 €. Et vous partirez le 8 mai 2029. Est-ce qu'il y a une possibilité pour partir plus tôt? Non. Vous êtes assez jeune, donc en gros vous n'aurez pas droit à la retraite à 67 ans pile, mais à 67 ans et 1 mois.
parce qu'il y a un mois de plus en raison de l'espérance de vie qui augmente. Mon père, qui faisait le même travail que moi, est mort il y a plus de 10 ans et touchait une pension de près de 1 600 €. Ce qui est incroyable. Et moi, dans 4 ans, je ne toucherai que 1 400 €. Le paradoxe est flagrant. C'est une injustice sociale. On peut vraiment dire que c'est une injustice sociale. Plusieurs règles ont changé et les retraités se sont considérablement appauvris. Je pense que dans 20 ans, nous aurons probablement des retraités qui vivront dans la rue. La journée n'est pas finie pour cette institutrice. Elle sait désormais qu'elle devra corriger des cahiers jusqu'à 67 ans et 1 mois. Giorgia Meloni avait fait miroiter de revenir sur cette réforme. Il n'y a eu aucun changement, aucun retour vers un âge de départ à la retraite plus bas, comme cela avait été promis pendant la campagne électorale. Absolument pas. Cela me préoccupe parce que je me rapproche des 70 ans. Pour le moment, je suis en forme. Espérons que ça continue dans les années à venir. Giorgia Meloni envisage finalement de ne pas lier l'âge de la retraite à l'espérance de vie. Si la loi reste inchangée, dans 30 ans, les générations suivantes devront partir à 70 ans. Comme Gaia, la fille d'Elisabeth. J'ai fait un gâteau et ça a beaucoup plu. Ah, c'est la cuisine italienne, ça. À 24 ans, elle est jeune fille au père en Irlande. Je suis allée faire mes calculs pour savoir quelle retraite je toucherais. J'aurai une pension mensuelle assez basse, moins que ce que j'imaginais. C'est la chance de la journée aujourd'hui. Regardons les choses de manière positive. Au moins, tu auras une retraite. Moi, non. C'est vrai, c'est très probable. Gaia, diplômée en cinéma, n'envisage même plus son avenir en Italie. J'aime l'Italie. Toute ma famille et tous mes amis y vivent. Mais pour trouver un travail plus intéressant et être mieux payé, je vais essayer de chercher quelque chose à l'étranger. Depuis l'arrivée de Giorgia Meloni au pouvoir, les jeunes ont quitté massivement l'Italie. Un exode record en 2024, avec 156 000 départs d'Italiens, souvent diplômés, du jamais vu depuis 10 ans. En plein quartier touristique, à 2 pas du Panthéon, une file d'attente devant une église. Des personnes en difficulté se rendent à la soupe populaire. Vous mettez les couverts et Corinne le pain. Et voilà l'eau. Son fondateur, le père Massimo, n'organisait qu'une distribution par semaine avant le Covid. C'est maintenant tous les jours. Le nombre de pauvres ne fait qu'augmenter. Environ la moitié de ceux qui utilisent ce service ne sont pas des étrangers, mais des citoyens italiens en difficulté, comme des retraités qui vivent avec le minimum vieillesse. Honnêtement, je ne vois pas de miracle économique. Parmi les bénéficiaires, Antonio Di Vico. Il vient là tous les jours. Je viens manger. Je vais pas voler. J'ai juste besoin de manger. Antonio a perdu une aide sociale précieuse, le revenu de citoyenneté, l'équivalent du RSA en France. 8 milliards d'économies par an pour l'État. 850 000 personnes privées de cette allocation. Je touchais 400 € par mois. Ça, c'est la carte pour le revenu de citoyenneté. Et ils l'ont suspendue. J'ai plus qu'à la jeter. Et je ne peux pas travailler. Je suis handicapé à 100%. Et je touche 350 € par mois d'invalidité. Tout a changé pour moi. La vie, se nourrir, le fait de se sentir bien. Avec le revenu de citoyenneté, je pouvais louer un studio. J'avais un frigo, un lave-vaisselle. Je pouvais payer mes factures.
Et maintenant, je me retrouve à la rue. J'ai tout perdu. Antonio ne peut pas toucher la nouvelle aide sociale, plus restrictive, car il a moins de 60 ans. Il est pourtant sans rancune. Le gouvernement Meloni est le plus beau gouvernement qui soit. Son seul défaut, c'est d'avoir supprimé le revenu de citoyenneté. Sinon, tout va bien. Dieu merci, tout va bien. Elle est là. Dieu merci, elle est là. La popularité de Giorgia Meloni ne faiblit pas. Elle reste la politique préférée des Italiens, avec plus de 30% d'opinion favorable. Retour sur le plateau avec nos invités Luca Tomini, professeur en sciences politiques à l'Université libre de Bruxelles, et vous êtes également chercheur auprès du FNRS, c'est le Fonds de recherche scientifique. Merci d'être avec nous. Avec nous également Hervé Reiner, spécialiste de l'Italie, maître d'enseignement et de recherche à l'Institut d'études politiques de l'Université de Lausanne. Merci également d'être des nôtres. Merci. Avec nous également Paolo Levi, vous êtes journaliste. Voilà, merci également d'avoir accepté notre invitation. Première question à vous, Paolo Levi. Ultranationaliste, nationaliste, conservatrice, populiste, comment définir la chef du gouvernement italien ? Une moyenne, un grand moulinex de tous les adjectifs que vous venez de citer, avec un en plus, j'en rajoute aussi pragmatique, parce que quand même, Giorgia Meloni, depuis son accès au pouvoir, elle nous a tous étonnés en donnant preuve d'un grand pragmatisme. Je pense que c'est la clé de lecture pour comprendre son activité en Italie. Vous êtes d'accord avec cette espèce de mix il faut quand même voir que dans le reportage, Giorgia Meloni dit Mussolini était un bon politicien, je la cite. Il y a encore la flamme fasciste sur le symbole de son parti. Est-ce que ça signifie qu'à tout ça, on doit aussi ajouter néofasciste ? Alors, ces propos sont tenus en 1996, lorsqu'elle a 19 ans, lors d'une campagne électorale. Et donc, disons que, mais ça n'a rien de spécifique à Giorgia Meloni, c'est-à-dire qu'en fonction du contexte, elle va adapter son discours, qui est toujours une transaction quelque part entre des intentions normatives et ce que les interlocuteurs semblent tolérer, autoriser ou pas. Et donc, en l'occurrence, elle pourra être néofasciste lorsqu'elle s'adresse à des militants de son parti, ou alors, en tout cas, dans un langage codé, faire appel à un vocable, à des références, à des mythes qui clairement résonnent pour les militants néofascistes. De même que lorsqu'il s'agit d'interagir avec ses partenaires du groupe conservateur et réformiste à Bruxelles, elle pourra au contraire insister sur le côté conservateur, de même que devant une assemblée patronale, elle pourra se montrer libérale. Et donc, il faut toujours contextualiser. Luca Tomini, dans son fort intérieur, dans son squelette, elle est néofasciste, elle est nationaliste, elle est quoi ? Parce qu'après, là, on parle de communication politique, mais au fond, son idéologie, quelle est-elle ? On ne comprend pas Giorgia Meloni sans comprendre son histoire, et donc il faut se poser des questions et répondre de manière très claire. Donc, y a-t-il une histoire post-fasciste ? Oui, parce qu'elle vient de la jeunesse post-fasciste, mouvement social italien. Elle n'a pas changé là-dessus ? Elle a changé, mais c'est justement, Giorgia Meloni peut être définie comme une équilibriste. Dans plein de domaines, c'est-à-dire elle doit garder en même temps sa base électorale, ses militants qui viennent de cette histoire, qui est une histoire post-fasciste, avec le fait qu'elle est à la tête d'un gouvernement de coalition avec des libéraux, avec des partis régionalistes comme la Ligue, et qu'elle doit garder quand même une image internationale qui à la fois tient ensemble l'Europe, les partenaires européens, et Donald Trump ou Viktor Orban, donc des leaders populistes de droite radicale. Comment expliquer, Paolo Levi, qu'après 4 années au pouvoir, elle a été nommée le 22 octobre 2022. Elle a toujours une cote de popularité à peu près 34-35%, ça dépend. D'ailleurs, son parti, Fratelli d'Italia, aussi reste très populaire. Comment vous l'expliquez, ça ? C'est effectivement assez inédit dans l'histoire récente républicaine, mais c'est vrai que jusqu'ici, on a eu différents phénomènes de différentes familles politiques qui ont plus ou moins joui d'une grande popularité pendant de l'élection jusqu'aux européennes. Je pense à Matteo Renzi, notamment, le leader de centre-gauche, qui lui aussi jouissait d'une adhésion bulgare presque jusqu'aux élections européennes. Après, il a convoqué un référendum et il a commencé à péricliter et il s'est cassé la gueule. Donc maintenant, la figure. Pardon. Donc maintenant,
tous les yeux de l'Italie sont concentrés sur ce référendum sur la justice qu'il va y avoir en Italie, et on se demande si ça ne va pas être le début de la fin de cet état de grâce de Giorgia Meloni, qui jusqu'ici lui a vu avec le vent en poupe. Justement, ce référendum de la justice, alors c'est très compliqué à expliquer. On va séparer le métier de procureur de celui des juges. Il va y avoir aussi un tirage au sort. Donc en fait, ça risque de changer pas mal de choses. Est-ce que comment ça se passe en France? Ça va être un référendum pour ou contre Giorgia Meloni? Oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr, c'est un référendum qui a une dimension politique très, très claire. Mais pour rebondir sur la raison pour laquelle Giorgia Meloni et son gouvernement est aussi encore très populaire, il y a deux raisons claires pour moi. La première raison, c'est qu'en fait, il y a des problèmes structurels en Italie, la santé, les retraites, les salaires, qu'elle n'a pas touché. Donc, son gouvernement n'a pas fait vraiment des réformes structurelles. Et on sait que les réformes structurelles ont un coût au niveau de la popularité. Donc, le fait d'avoir cet équilibrisme de pouvoir continuer à gouverner sans faire des réformes structurelles, ça explique aussi le fait qu'elle garde la popularité. Et l'autre chose, c'est un élément très évident, c'est la faiblesse actuelle de l'opposition à Giorgia Meloni. Donc le fait qu'il y a quand même d'un côté, il y a une coalition qui, plus ou moins, est assez cohésive. De l'autre côté, ce n'est pas le cas. Pour répondre sur le référendum, ça, c'est la seule réforme qui reste au gouvernement Meloni. Et dans un cas de non au référendum, donc s'il y a un échec au référendum, c'est clair qu'il y aura des effets négatifs pour la popularité de Giorgia Meloni. Elle pourra se maintenir, Hervé Reiner, si le référendum est négatif, Giorgia Meloni? Elle pourrait tout à fait se maintenir, même si ce sera évidemment beaucoup plus difficile. Renzi a survécu très peu de temps, mais il se pourrait qu'elle se maintienne, ou alors qu'elle provoque des élections anticipées. C'est aussi tout à fait envisageable, sachant que, et ça je pense qu'il faut le rappeler, c'est-à-dire qu'elle a bénéficié d'un concours de circonstances assez incroyable. C'est-à-dire que c'est pour ça, ce maintien de 30% d'intention de vote, et qui se vérifie aussi lors d'élections locales partielles, d'ailleurs pour Fratelli d'Italia, mais dû au fait que l'Italie a vu cette manne financière européenne, pas loin de 200 milliards. La plus grosse bénéficiaire du plan de relance. Donc, qui commence à l'été 2022, c'est juste avant son arrivée à Palazzo Chigi, à la présidence du Conseil, et qui va se terminer en août prochain. Et donc, sans cette aide-là, on serait en fait à moins 2% de PIB par an. On va en parler un petit peu après, justement, de ce sujet de l'économie italienne. Alors, il y a 2 ans, Giorgia Meloni avait déjà donné un tour de vis dans le code pénal, en ce qui concerne notamment les manifestants et les manifestations. Les peines pour certains délits contre des policiers, violences contre des policiers, ou supposée violence contre des policiers avaient été renforcées. Il y a donc là ce référendum de la justice. Il y a aussi le fait que, quand même, Giorgia Meloni a installé, alors vous allez me dire, ils le font tous un peu, mais là, elle est forte. Elle a mis à la tête de la RAI, la télévision publique, des proches. Est-ce pour autant est-ce que c'est des signaux d'illibéralisme, voire de dérive autoritaire, ou est-ce que c'est quand même un peu exagéré que de parler de dérive autoritaire, Lucas? Oui, c'est clair. C'est la raison pour laquelle ça n'a pas beaucoup de sens de parler de fascisme aujourd'hui, mais on peut bien parler d'une fascination pour des pratiques, des idées, des valeurs illibérales. C'est pas un cas, c'est pas par hasard que Giorgia Meloni est très proche. Il y a une affinité politique aussi idéologique avec des leaders comme Orbán, avec la droite radicale polonaise, avec Donald Trump. Donc, il y a dans plusieurs domaines, vous avez parlé de la presse aussi, vous avez parlé de la réforme de la justice, dans plusieurs domaines, il y a une tendance autoritaire. Ceci dit, il y a des éléments qui font que l'Italie est différente de la Hongrie et différente de la Pologne. Justement, Paolo Levi, Giorgia Meloni a rencontré Viktor Orbán à plusieurs reprises. On peut dire que l'Italie est un peu sur la même trajectoire que la Hongrie, ou c'est exagéré? Non, absolument pas. C'est absolument pas le cas. L'Italie n'est absolument pas dans une dérive illibérale. C'est une des plus grandes démocraties qu'on a en Occident. C'est un pays qui jouit de contre-pouvoirs encore aujourd'hui très fort et vivant. Et je pense à notre président de la République, Sergio Mattarella, par exemple, qui est le garant de la Constitution et qui veille à que les clous
de notre loi fondamentale soient respectées. Donc je trouve que c'est un peu exagéré de mettre l'Italie dans le même panier d'Orban. Et sur la télévision, malheureusement, ce n'est pas une nouveauté que Giorgia Meloni... C'est un peu sport national, mais dans beaucoup de pays. Ses pions dans la télé, parce que c'est une très mauvaise habitude que l'Italie a depuis la nuit des temps, qui s'appelle la lottizzazione, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau pouvoir en place, il met ses pions. Généralement, c'était dans la première et dans la deuxième chaîne publique. La nouveauté avec Giorgia Meloni, c'est qu'elle a essayé, avec un certain succès aussi, de mettre des proches aussi dans la troisième chaîne publique, Rai 3. Et donc, ce qui fait sauter ses oppositeurs sur la chaise, comme par exemple, il y a eu un rapport assez sérieux de Reporters sans frontières sur la liberté de l'audiovisuel public en Europe qui a été publié cet été, qui parle de Télé-Meloni comme d'un signal très inquiétant. Mais l'Italie n'est absolument pas dans une dérive illibérale. Nous sommes une des plus grandes démocraties au monde. Et le jour où il y aura un risque, je vais être le premier, je vous assure, à me clouer en face du palais Chigi pour éviter ça. Mais on est une grande démocratie. On ne vous laissera pas faire, on vous laissera Sans pas doute qu'il faire. sera trop tard. Hervé Reiner, il y a aussi quand même eu ce rapport annuel sur la liberté en Europe, qui est sponsorisé par le Conseil de l'Europe. Mais ce rapport, il épingle justement l'Italie pour la comme manquant de liberté de presse. La plateforme pour la sécurité des journalistes, dont signale une rétrogradation de l'Italie dans le classement des libertés des journalistes. Il faut savoir que justement sur Rai 3, la dernière émission d'investigation Report, le reporter principal est régulièrement menacé et en procès de diffamation par des membres du gouvernement, par des ministres, y compris le ministre de la Culture précédent. Et puis un attentat a eu lieu, donc sa voiture a explosé en octobre dernier. Il ne faut pas oublier que cette majorité bénéficie des médias de l'empire berlusconien. C'est-à-dire qu'il n'a pas disparu à la mort de Silvio Berlusconi. C'est-à-dire que les chaînes berlusconiennes restent, et la presse, il y a une énorme presse écrite quotidienne et hebdomadaire berlusconienne, reste largement acquise à la cause de Giorgia Meloni. On parlait tout à l'heure de la relation avec Viktor Orban, Paolo Levi, et la relation avec Donald Trump. Comment la qualifier? Puis est-ce qu'elle a évolué? Je trouve que l'adjectif qui vient d'être employé d'équilibriste se prête très très bien à Giorgia Meloni parce qu'elle sait que, disons, par une affinité personnelle, elle est plutôt proche de personnages comme Orban et Trump, mais pour le rôle qu'elle a, c'est-à-dire celui de chef du gouvernement de la troisième économie de la zone euro, pays fondateur de l'Union européenne, elle sait que son marge de manœuvre est quand même assez limitée parce qu'elle doit quand même garantir la persistance de l'Italie dans ce contexte et dans ce socle. Donc Meloni est une équilibriste, elle est tout le temps tiraillée entre ses intimes convictions qu'elle doit un petit peu tenir bas pour faire prévaloir l'intérêt supérieur de la nation de l'Italie, qui est l'intérêt de l'Europe. Et donc, Luca Tomini, elle est proche, nous dit Paolo Levi, elle joue à les équilibristes, mais Donald Trump, lui, il ne l'a pas beaucoup protégé, puisque là, lors de la guerre qu'il mène aux États-Unis, que mènent les États-Unis et Israël en Iran, il ne l'a pas vraiment prévenu. D'ailleurs, le ministre des Affaires étrangères italien s'est retrouvé coincé à Dubaï. De la Défense. Oui, de la Défense, pardon. Sur ce dossier, et je dirais même sur tout le dossier concernant la guerre commerciale. Donc, Giorgia Meloni, en fait, a déclaré qu'elle n'approuve pas la guerre en Iran, mais la condamne non plus. Ouais. Donc, c'est un signe vraiment de cette position très, très compliquée qu'elle doit gérer entre justement l'alliance ou l'affinité avec Donald Trump et le fait qu'elle est responsable d'un gouvernement italien en Europe avec des partenaires européens. Donc ça complique les choses. Hervé Reiner, la relation entre Trump et Donald Trump, et Giorgia Meloni. Effectivement, cette affinité la met en porte-à-faux actuellement, depuis quelques mois, donc, avec à la fois les taxes et puis évidemment la guerre en Iran. Et d'ailleurs, en quelque sorte, elle réveille l'opposition, jusque-là, il est vrai, atone. C'est-à-dire qu'il voit bien, là, entre l'écartèlement de Giorgia Meloni et de son gouvernement, au-delà, entre la tradition européiste de l'Italie et puis son soutien à Donald Trump. Il y a encore quelques temps, elle réclamait le prix Nobel de la paix pour Donald Trump. Donc là, elle est vraiment prise entre deux camps, il lui faudra choisir. On ne sort de l'ambiguïté qu'à son détriment, disait le cardinal de Retz. Donc, tant que Giorgia Meloni peut jouer sur cette ambiguïté, elle tiendra, mais à un certain moment, elle va devoir sortir de cette posture.